Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, et si nous méditions ensemble. Le bonheur n'est-il pas le nouveau Graal de notre époque? La pleine conscience est-elle une nouvelle façon d'être? Avec toutes ces techniques de méditation, n'assistons-nous pas à un phénomène de mode? Je vous laisse regarder le sommaire de notre émission. Comment imaginer un lien quelconque entre le maniement de ces sabres et la méditation? Pourtant, depuis toujours, en Orient, l'un et l'autre favorisent l'unité du corps et de l'esprit. Une pratique qui commence à séduire l'Occident. Tout comme la mindfulness ou encore la méditation de pleine conscience. Depuis quelques années, elle s'est ouverte au grand public. À Clairland, le frère Pierre de Béthune fait le lien entre méditation orientale et spiritualité chrétienne. Enfin, une touche d'exotisme pour une cérémonie à la fois rituelle et spirituelle au musée de Marimont. Ilios Kotsou Korinoen, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Ilios Kotsou, vous êtes auteur de nombreux ouvrages qui traitent à la fois du bonheur et des émotions. Korinoen, vous êtes journaliste aux médias catholiques. Alors, que nous proposez-vous pour entrer justement dans cette thématique de la méditation? Bien Philippe, je vous propose un peu d'action. Alors vous allez peut-être penser que ce n'est pas tout à fait compatible avec le sujet de notre émission, mais pas du tout. Le maniement du sabre et la méditation ont pas mal de points en commun. Moi, j'ai rencontré deux groupes complètement différents et je vous invite à les découvrir à votre tour. C'est le début du week-end. Dans cette salle du centre sportif de la forêt de Soignes, l'échauffement a déjà commencé depuis bien longtemps. Et si les sabres se croisent, les regards aussi. Pourtant, malgré les apparences, l'adversaire n'est pas toujours là où on pourrait le croire. Le but de toute cette mise en scène n'est pas de pourfendre celui qui nous fait face. Donc les arts martiaux aujourd'hui, outre un certain bien-être physique et peut-être une façon de se sécuriser, ont essentiellement un but, c'est poursuivre un cheminement intérieur. En fait, c'est un combat contre soi-même. Difficile de comprendre cette chorégraphie gestuelle qui permet au corps et à l'esprit de se rencontrer. Pour progresser, il y a une voie à suivre, des échelons à franchir et surtout un protocole à observer. Ce rite a une fonction très simple, c'est apprendre le respect de l'autre. Je le respecte en arrivant, je le respecte en partant. Pour respecter l'autre, je dois me respecter moi-même, ce qui n'est pas toujours si facile que cela. Et donc cette ritualisation permet ce cheminement intérieur d'introspection. Ça, c'est un point qui est très important. L'autre point dont vous entendrez beaucoup parler, c'est le rapport avec la méditation. Alors, sous ces différentes formes orientales, au Japon, le zen plutôt, mais c'est plutôt quelque chose d'assez tardif, contrairement à une image que les films ont répandue, etc. Au début, il semble que les fameux samouraïs ou guerriers japonais avaient plutôt tendance à utiliser le zen pour être calme, parce qu'ils affrontaient la mort sur un champ de bataille, tout simplement. Donc, comme une technique. Mais par après, à la fin du XIXe siècle, quand les arts martiaux sont devenus progressivement un élément de culture et sont rentrés dans la logique de l'introspection, alors des aspects plus liés au zen sont apparus et c'est la raison pour laquelle il y a certainement un rapport avec cette méthode d'introspection et les arts martiaux. Cousin du kendo, l'iaido. Ici, place au silence. Le geste est travaillé, répété à l'infini, quasi épuré, jusqu'à atteindre la perfection. Alors le iaido se pratique dans un esprit tout à fait comparable au zen. On commence la séance par une mise en condition, un rituel d'ouverture qui permet de refermer l'espace autour de soi, entre les pratiquants,
qui permet donc cette relation à soi-même, cette intériorité. Et puis ensuite, l'esprit contraint quelque part le corps à effectuer certains mouvements le mieux possible et par là lâcher prise pour être, comme on dit en zen, ici et maintenant. La répétition de gestes qui sont convenus permettent à un moment de se libérer complètement du geste. Quand on est très concentré sur sa pratique, on est focalisé sur son corps. Et à certains moments, comment je vais dire, l'esprit se dégage. C'est comme si on était en arrière-plan et on pratique en spectateur. Quand on fait cette expérience-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si je mange, je mange, si je dors, je dors. C'est dans cette mesure-là qu'on voit une influence, on va dire, du zen. C'est qu'on doit faire une chose à la fois et que l'ennemi est l'imaginaire. La grande difficulté est de faire quelque chose maintenant en pensant à ce que sera demain. Donc il faut vraiment se concentrer sur l'instant présent. C'est une énorme difficulté dans un monde où naturellement on fait 36 choses à la fois. On téléphone, on écrit et on mange. Ça amène à ne pas savoir ni qui on est, ni où on est, ni ce qu'on fait. Et donc c'est certainement un élément très important pour faire face aux difficultés du monde présent. Toutes ces disciplines, finalement, ont un objet central. C'est peu à peu apprendre aux pratiquants à vaincre ses passions. D'abord les passions les plus élémentaires, maîtriser mon corps, respecter l'autre, etc. Et puis les passions plus intimes qu'on connaît tous, qui s'exacerbent en vieillissant et qu'on n'a jamais fini d'essayer de vaincre. Ilios Kotsou, que pensez-vous de ce type de méditation ? Alors je pense que c'est vraiment intéressant. Les personnes illustrent vraiment différents points centraux de la méditation. Alors quand on dit méditation, il faut aussi se rendre compte qu'il y a différents types de méditation. Et lorsque je vous parle, je pense à un type spécifique qui s'appelle méditation de pleine conscience et qui a été l'objet d'un très grand nombre de validations scientifiques. Et notre maître d'arts martiaux ici nous dit un des points centraux, c'est l'attention au moment présent dans un monde qui nous amène souvent à être absent. Et les recherches scientifiques nous disent que les vagabondages mentaux, donc notre habitude d'avoir notre attention volée par les écrans, par nos téléphones portables, par la télévision peut-être, crée une forme d'agitation, de rumination. Notre esprit est toujours ailleurs que là est notre corps. Et c'est un phénomène de fragilité, par exemple dans les dépressions. En tout cas, ça a été clairement relié au mal-être. Et ce que nous dit notre maître d'arts martiaux, c'est que cette approche nous permet de revenir au moment présent. Quand je mange, quand je dors, je dors. Et un autre de nos pratiquants nous parlait de cette attention au corps. Et lorsque nous pratiquons la méditation de pleine conscience, le corps est peut-être le support principal, puisque le corps est toujours là, dans le moment présent. Un autre élément qui est comparable, qui rejoint la méditation de pleine conscience et les arts martiaux, c'est l'attention qu'on peut porter à la respiration, qui est un élément central de notre expérience. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir y porter attention, puisque la respiration, lorsqu'on se lève le matin, on ne peut pas la laisser de côté sur sa table de nuit. On la prend toujours partout où nous sommes. Et donc, de pouvoir porter attention à quelque chose de concret qui nous ramène à l'expérience, nous permet peut-être de prendre de la distance, ce qui a encore été évoqué, par rapport à toutes ces pensées qui continuellement nous entraînent ailleurs. Peut-on aller jusqu'à dire que quelque part cette méditation, comme on vient de la voir dans le reportage, conduit à une certaine forme de philosophie du respect, le respect de soi, le respect de l'autre? Oui, complètement. Et on voit ici un thème central de la méditation qui est la bienveillance. Et qui est, alors le mot n'a pas été utilisé de cette manière-là, mais c'est la même chose, cette bienveillance qu'on cultive par rapport à soi-même, cette forme de respect, et qui par la suite va être étendue aux autres. Et ce lien entre méditation et arts martiaux est très présent. Alors on peut penser même de manière légendaire, Bodhidharma, ce personnage légendaire, dit-on, qui est un maître bouddhiste indien qui en 510 de notre ère a traversé l'Asie et s'est retrouvé en Chine, et c'est le fondateur du Chan, ce qu'on va appeler le Zen par la suite. Alors on raconte qu'il s'est assis devant le monastère de Shaolin pendant 9 ans, sans bouger devant un mur, avant d'être accepté par les personnes qui étaient là, et par la suite il a enseigné et les arts martiaux et la méditation. Il est considéré comme le père, en même temps, du Chan et du Zen, et en même temps des arts martiaux. Quelque part, ces méditations, etc., ne sont pas une invitation à se battre contre soi?
Alors là, peut-être, c'est là, il y aurait une distinction, c'est que le mot bataille ne s'adapte pas vraiment, ne correspond pas vraiment à la méditation. Ni vaincre, ni se battre, puisque la méditation nous propose plutôt d'être présent. Donc de pouvoir s'arrêter régulièrement. On peut s'arrêter dans un dojo, on peut s'arrêter chez soi, on peut s'arrêter dans une forêt, et puis commencer à observer avec une forme d'attention curieuse et bienveillante. Et donc il ne s'agit pas de se battre contre nos pensées, contre nos agitations, mais plutôt de pouvoir commencer à en prendre conscience. Et lorsque nous nous arrêtons, évidemment les choses qui vont apparaître ne sont pas toujours agréables. Il peut y avoir des pensées anxieuses, des regrets du passé, des anticipations du futur. Et la méditation nous propose de pouvoir, en nous arrêtant, pouvoir vraiment en prendre conscience, les observer et en prendre bien sûr de la distance. Mais il ne s'agit pas de bataille, il s'agit plutôt d'accueil et d'une forme de liberté qui nous permet, et là il y a un lien supplémentaire par rapport aux arts martiaux, d'agir. La méditation n'est pas il n'y a pas d'idéologie de rester assis chez soi. La méditation est une préparation à une réponse adaptée aux enjeux de la vie. Alors que bien souvent nous sommes pris dans des mécanismes automatiques, ou alors nous avons tendance à être plutôt agressifs, ou plutôt à nous enfuir lorsque la vie est difficile. La méditation nous propose, en nous arrêtant par cette forme d'ouverture à la vie, à pouvoir choisir la réponse la plus adéquate par rapport à ce que la vie nous demande. Vous avez parlé à plusieurs reprises de pleine conscience, justement. Corinne, peut-être que nous pourrions avoir un reportage qui nous éclairait sur cette notion. Bien justement, nous avons eu l'occasion de participer aux journées émergence mises en place par Ilios et son équipe, et aussi à la conclusion d'ailleurs d'une formation de méditation pleine conscience, ce que nous allons regarder tout de suite. En cette fin du mois de septembre, près de 700 personnes se pressent dans les locaux de ce théâtre bruxellois pour 2 journées de conférences organisées par Émergence, une association qui a remis au goût du jour une pratique ancestrale, la méditation de pleine conscience. Nous avons un potentiel d'amour, de compassion, de réjouissance, d'impartialité. Les intervenants sont d'exception, qu'il s'agisse de l'écrivain et du moine bouddhiste Mathieu Ricard, du philosophe suisse Alexandre Jolien ou encore du psychiatre Christophe André. Longtemps, la méditation a été une pratique spirituelle et religieuse. La nouveauté, c'est que depuis quelques années maintenant, nous avons mis au point des protocoles de méditation, des démarches de méditation qui sont laïques, qui permettent de s'engager dans la pratique méditative sans avoir besoin d'être un pratiquant bouddhiste ou catholique ou autre. Et donc, à ce titre, c'est une pratique laïque, mais évidemment, qui concerne beaucoup la vie de l'esprit, l'ouverture de notre esprit aux grandes réalités de l'existence. Et donc, si c'est ça qu'on appelle la spiritualité, ouvrir son esprit à ce qui n'est pas simplement matériel, alors oui, la méditation est aussi une pratique spirituelle. Il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à la méditation. Souvent, les personnes croient que méditer, c'est faire le vide, ou méditer, c'est être cool, être zen. Bon, c'est pas tout à fait comme ça. Méditer, au début en tout cas, c'est s'apercevoir qu'il n'y a pas du tout de vide dans notre esprit, qu'il y a un grand vacarme, des pensées dans tous les sens, etc. Donc, lorsqu'on médite, c'est un acte de présence à notre quotidien, et cet acte de présence nous montre que parfois, eh bien, nous souffrons, nous sommes instables mentalement, et nous ne devons pas avoir peur d'aller à la rencontre de tout ça, d'observer comment ça marche pour peu à peu avoir l'espoir de l'apaiser. Devenue vrai phénomène de société, la méditation de pleine conscience est pourtant une discipline contraignante et de longue haleine, même si cela peut surprendre. Je m'attendais à ce que ce soit une belle expérience, quelque chose de zen. Non, ça reste une lutte, ça reste un moment de concentration difficile à maintenir, ça reste quelque chose de vraiment pas facile à faire, mais d'un autre côté tellement enrichissant, ou en tout cas, ça n'est que du temps pour soi, mais c'est déjà extraordinaire. Dans la vie telle qu'on la mène, on a rarement une demi-heure par jour pour soi, et je trouve que rien que ça n'a pas de prix. Je crois que méditer nous permet de devenir de meilleurs humains petit à petit. Oui, nous rendre plus présents à ce que nous sommes, à nos forces, à nos faiblesses, à nos contradictions, nous rendre plus présents aux autres personnes, plus attentifs à eux. Et tout ceci va, à mon avis, dans le bon sens pour chacune et chacun d'entre nous. La pleine conscience, finalement, c'est une technique ou bien c'est une nouvelle façon d'être?
Ou Je les dirais deux. avec vous que ça peut être les deux. Ça peut être une technique, et c'est parfois vécu comme une technique, et c'est aussi une nouvelle façon d'être. Alors la pleine conscience vient très clairement de la méditation bouddhiste, donc elle a 2500 ans d'histoire, et en même temps aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui a été totalement sécularisé par un professeur de médecine américain, John Kabat-Zinn, et en a fait un protocole qui a été validé par de très nombreuses études scientifiques qui ont montré que c'était une méthode complémentaire dans différents types de difficultés. Ça peut être des problèmes de la peau, ça peut être une médecine complémentaire dans le cas du cancer, ça peut être dans le cas des douleurs chroniques, ou pour l'évitement, pour éviter des rechutes dépressives. Et donc aujourd'hui, nous pouvons être quelqu'un de tout à fait athée, nous pouvons être quelqu'un qui est chrétien, qui est d'une autre confession, et pratiquer cette forme d'attention à nous-mêmes, et qui dans ce cas est plutôt une manière différente de nous relier à la vie. Et comme on le montre dans ce petit reportage, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est en fait un entraînement. Et un entraînement n'est jamais évident. Et on pourrait prendre ici, si vous vouliez apprendre le piano, on pourrait vous amener une méthode de piano. Et même la plus grande pianiste du monde, ça ne nous apprendra pas à jouer du piano. À un moment, il faut mettre vos doigts sur le clavier. C'est difficile quand on n'est pas entraîné, et jour après jour, faire ses gammes, jusqu'au jour où peut-être nous pourrons jouer un très beau morceau de Chopin. Et la pleine conscience, c'est cet même entraînement qui nous propose de nous arrêter régulièrement. Par exemple, à notre respiration, c'est comme si maintenant nous nous arrêtions, nous portions attention à quelque chose qui se passe tout le temps en nous, et bien évidemment, ce qu'il va se passer, c'est qu'après quelques secondes, notre esprit va partir à quelque chose. Si nous avons une difficulté dans la vie, notre enfant est malade, nous avons un problème au travail, l'esprit part chez l'enfant malade, part au problème du travail, et le travail de la pleine conscience, c'est d'abord de pouvoir l'observer, se rendre compte, tiens, mon esprit est déjà parti, et de pouvoir le ramener ici. Et donc c'est une forme de musculation où le mental part ailleurs, dans l'automatique, toujours dans le passé, toujours dans le futur, et nous nous entraînons à le ramener dans le moment présent, avec d'énormes avantages. Premièrement, de pouvoir mieux guider notre vie dans les moments difficiles, un peu comme sur un bateau. Lorsque la tempête est là, c'est intéressant de pouvoir s'arrêter, d'observer d'où vient le vent. Mais ça nous permet aussi, quand la vie va mieux, de pouvoir mieux savourer les bienfaits et les beautés du quotidien. Puisque dans cette agitation du mental qui toujours est ailleurs, nous en arrivons parfois à ne plus pouvoir prendre conscience de toutes les belles petites choses qui sont présentes dans nos vies. Alors d'ailleurs, une des participantes, si je me souviens bien, à la fin de la séance, m'avait dit elle ne se sentait plus coupable de ses émotions. C'est important ça quand même, oui, d'être déculpabilisée comme ça. Complètement. De pouvoir être plus ouvert et de comprendre que nos émotions, nos pensées, positives ou désagréables, elles font partie de l'expérience. Et lorsque nous pouvons nous ouvrir et les observer avec une forme d'attention bienveillante, nous prenons de la liberté par rapport à elles et nous pouvons répondre à la vie. Et donc ça veut dire que ce ne sont plus nos émotions et nos pensées qui dirigent nos comportements, mais nous pouvons choisir. C'est une forme de liberté que nous pouvons acquérir. Est-ce une nouvelle forme de thérapie ou pas ? Alors, ce qui est important, c'est que on peut attendre tous les miracles de la pleine conscience, qu'elle va tout guérir. Et je pense que c'est un risque, parce que la pleine conscience ne va pas guérir l'ensemble des difficultés. C'est quelque chose qui peut être complémentaire en termes de thérapie. Et surtout, c'est un entraînement. Et donc, John Kabat-Zinn a l'habitude pour dire que la pleine conscience n'est pas une thérapie, même s'il a des effets thérapeutiques. Alors dans certains cas, comme à l'UCL par exemple, avec le professeur Pierre Philippot, ou à l'hôpital Erasme avec Fabienne Boems, qui est psychologue, il y a certains protocoles qui ont vraiment une visée plus thérapeutique, mais qui doivent être guidés par un professeur ou par un psychologue compétent, par exemple dans la prévention des rechutes dépressives, et c'est un protocole légèrement différent. Par contre, la pleine conscience s'adresse à chacun et chacune d'entre nous quand elle nous permet tout simplement de mieux vivre notre vie dans les moments de turbulence, ou dans les beaux moments également. Alors, méditation, prière, Corinne, vous aviez, je pense, encore un reportage à nous proposer. Oui, oui, nous allons partir au monastère Saint-André de Clairland. Nous allons retrouver le frère Pierre de Béthune avec les voies de l'Orient. Il approfondit certaines disciplines orientales. Je propose le reportage tout de suite. Ici, le silence ne fait pas peur. Niché au cœur des bois de Tigny, le monastère Saint-André de Clairland est un havre de paix. Une vingtaine de moines y vivent en communauté. Une vie monastique ouverte sur le monde, mais centrée sur la prière. Alors que la tradition bénédictine est fondée sur l'écriture et la parole, le frère Pierre de Béthune a plongé, lui, dans le silence. Le bouddhisme zen fait en effet partie de sa vie depuis 30 ans. Un savoir qu'il partage à travers des ateliers de méditation et de découverte de ses pratiques orientales. Mais que signifie en fait méditer? Je crois que c'est essentiellement être en contact avec
le fond de soi. Parce que souvent nos pensées, nos décisions, ça reste encore assez superficiel et parfois on se rend compte que ce n'était pas vraiment soi-même. Être régulièrement en contact avec le fond de l'être, ça donne plus de vérité dans la vie, plus de sérénité dans l'action. Est-ce que c'est une forme de prière? Le mot prière est évidemment assez restrictif à première vue, mais si on considère que toute ouverture sur l'absolu, toute ouverture inconditionnelle est une forme de prière, alors bien sûr, la méditation est aussi une prière, c'est-à-dire, oui, une ouverture. Et pour prier, le frère de Béthune ne prend pas la position à laquelle on pourrait s'attendre pour un moine. Son corps prend une posture qui facilite l'immobilité. Cette posture est une posture, je dirais, d'écoute, d'attention, d'éveil, et on a besoin de ce recours au corps. Dans la tradition chrétienne récente, on avait dit que l'important c'était l'intention, que toutes les attitudes étaient bonnes. Mais nous avons reçu justement de l'Orient cette invitation à être préoccupés de la qualité de la posture, qui est déjà une forme de prière. Alors, méditer, est-ce que c'est donner aussi une autre importance au temps? Une prière peut être courte, mais une méditation ne peut pas être courte, parce qu'il faut tout le temps pour que s'apaise le psychisme, il faut y aller tout au long des respirations. Et donc, comme toutes les choses vraiment importantes, les deuils ou les cicatrisations ou l'amour a besoin de beaucoup de temps pour vraiment acquérir sa force. Ilios, pourquoi est-ce qu'une méditation ne peut pas être courte, comme le père de Béthune dit? Alors, la méditation peut être courte et peut ne pas l'être aussi. Alors, une des raisons pour laquelle un certain temps peut être utile, c'est que c'est un peu comme si on faisait une expérience scientifique dont nous étions en même temps le laboratoire, l'expérimentateur et l'expérience, et donc ça demande un certain temps de pouvoir commencer à observer tout ce qui se passe en nous. Surtout dans les moments difficiles, nous avons l'habitude d'être absorbés par nos difficultés, absorbés par nos pensées, absorbés par la souffrance, ce qui fait que lorsque quelque chose va mal dans notre vie, nous allons mal et nous nous réduisons à la souffrance. Et la méditation nous propose, par cette attention d'abord à nous-mêmes, de développer une qualité d'ouverture, comme M. de Béthune l'a très bien dit. Et cette ouverture à nous-mêmes et à la vie va faire que la souffrance est toujours là, mais elle n'est plus le point central. À côté de la souffrance peuvent exister les autres, les personnes importantes de nos vies, et peut-être le monde dans toute sa beauté. Alors, en même temps, c'est vrai qu'il faut un certain entraînement, et en même temps, méditer, ça peut se faire à n'importe quel instant. En quelques secondes, nous pouvons nous arrêter n'importe où, en marchant quelque part, juste avant de sortir de la voiture, au moment de tourner la clé de contact, et à un moment, reprendre contact avec la respiration, qui toujours est là, et porter attention au moment présent. Et donc, ça ne demande pas ni une posture particulière, même si elle est intéressante, parce que Edelmax, un psychiatre belge que j'aime beaucoup, dit « La bonne posture pour méditer, c'est la posture confortable ». Nous pouvons méditer assis sur un fauteuil, nous pouvons méditer en marchant, nous pouvons méditer couché. Il n'y a pas un endroit, si, on va dire, il y a un endroit pour méditer, le bon endroit c'est ici. Il y a un bon moment pour méditer, c'est maintenant, parce qu'au plus nous mettons de conditions, et au plus nous compliquons les situations, au moins nous avons de chances de méditer. Et dans le monde dans lequel nous sommes déjà tellement occupés et sollicités, je pense qu'il est important de ne pas rajouter un certain nombre de conditions, trop de conditions pour méditer, pour amener cette forme d'attention bienveillante dans nos vies, là où nous sommes, que la méditation fasse partie du quotidien, sans être quelque chose qui soit trop ritualisé. Même si chaque tradition, dans ces rituels, a aussi, bien sûr, un sens. Quand on pense à la méditation, on pense souvent au bouddhisme, tradition orientale. Les pères du désert avaient cette tradition de méditation où déjà Abba Arsène disait la méditation c'est assieds-toi, tais-toi et apaise tes pensées. Et donc il y avait cette invitation aussi à nous arrêter et à pouvoir observer ce qui se passe en nous pour trouver cette forme de sérénité qui n'est pas coupée du monde, mais qui est dans une forme d'espace plus grand au monde. Vous dites à la fois méditer, on peut méditer un peu n'importe où, et en même temps, quand on regarde dans les reportages, ils sont soit couchés, soit ils sont dans des positions très claires qui invitent quelque part peut-être à entrer dans un chemin de méditation. Est-ce qu'il y a pas une contradiction là-dedans? Si, et vous le pointez très bien. C'est qu'on pourrait dire qu'il y a deux grands moments de méditation.
la méditation formelle et l'informelle. Mais les moments de méditation formelle où nous sommes assis ou couchés ou marchant, ce ne sont que des entraînements pour moi, qui nous permettent de manière informelle d'avoir cette présence dans nos vies. Elles ne servent pas en elles-mêmes, sinon nous allons ritualiser à nouveau cette forme de pratique. Et donc, cette méditation formelle, où nous allons cultiver cette forme d'attention, avec une forme, par exemple, de se mettre droit, tout simplement pour que notre diaphragme ne soit pas comprimé, de porter attention, ça nous permet par la suite à la vie d'amener ça dans le quotidien. Comment pouvons-nous être plus attentifs à notre enfant qui est là? Comment pouvons-nous être plus attentifs à notre conjoint? Comment pouvons-nous être plus attentifs à notre repas, à notre travail? Et ça me semble là le plus important, c'est quand la méditation vient dans nos vies. L'entraînement, évidemment, c'est un peu comme de nouveau un musicien qui s'entraîne chez lui. C'est difficile, la méditation est un moment difficile souvent, contraignant, mais le but c'est de pouvoir jouer. Et le moment important du musicien, est-ce que ce n'est pas le concert de la vie, ce n'est pas juste l'entraînement lorsqu'il fait ses gammes chez lui. Et je pense qu'on voit le même mouvement dans la méditation, l'entraînement et puis la vie. D'une certaine manière, c'est cette pleine conscience, c'est apprendre à faire silence en soi? C'est de cet ordre-là ou... Je dirais, c'est apprendre à faire espace en soi, à tout ce qui est présent, et à constater que bien souvent, il n'y a pas de silence en soi. Et je pense qu'il y a encore un risque ici, quand on dit faire le vide en soi. Comment va-t-on faire le vide en soi? Qui va faire le vide en soi? La pleine conscience consiste plutôt à dire, observons que bien souvent, c'est bien agité à l'intérieur, et lorsque nous pouvons nous déposer et voir que c'est agité, l'espace que l'on va créer va faire que peut-être à un moment, nous allons observer une plus grande forme de calme à l'intérieur. Mais ce n'est pas de manière volontaire, nous allons nous battre contre l'agitation, c'est plutôt en accueillant l'agitation, un certain calme va se faire. Une question aussi, le docteur Christophe André le dit dans un reportage, on devient de meilleurs humains. Qu'est-ce à dire? J'ai l'impression que Christophe fait référence au fait que lorsque nous nous arrêtons et nous portons attention à notre vie intérieure, nous nous connectons avec nos valeurs, avec ces valeurs universelles qui sont des valeurs d'altruisme, d'entraide, d'empathie, de coopération, et donc de meilleurs humains parce qu'en étant plus attentifs à nous-mêmes, nous sommes aussi plus attentifs aux autres, et que bien souvent, lorsque nous n'aidons pas quelqu'un qui est dans le besoin, ce n'est pas que nous sommes égoïstes, c'est que nous sommes coupés de nous-mêmes, et en étant coupés de nous-mêmes, nous sommes aussi coupés des autres. En nous reconnectant à nous-mêmes, nous nous reconnectons par là même aux autres et à la vie. Et des études scientifiques sur la méditation de pleine conscience ont montré que lorsqu'on compare des personnes qui ont suivi cet entraînement de 8 semaines à des personnes qui ne l'ont pas encore suivi, et qu'on les met en situation où elles peuvent aider quelqu'un, par exemple, dans une salle d'attente, tout ça est manipulé bien évidemment, où il y a quelqu'un qui va rentrer alors qu'il n'y a que 3 places et que les places sont prises, les gens qui ont pratiqué se lèvent 5 fois plus que les gens qui n'ont pas pratiqué. Et donc cette forme d'attention à nous-mêmes ne nous amène pas à être plus nombrilistes, mais au contraire, à être plus ouverts aux autres et plus ouverts au monde. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous avez atteint, vous, cette sérénité intérieure? Quelques moments de confession, là. Alors, pour moi, cette sérénité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre. Ce n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Et donc, oui, c'est un chemin sur lequel je marche tous les jours, mais je n'y suis pas arrivé, évidemment, puisqu'on ne peut pas arriver quelque part. Et il m'arrive régulièrement encore d'avoir des moments où je suis absent à moi, et donc où je vais réagir de manière qui n'est pas appropriée, mais peut-être que beaucoup plus rapidement par rapport à mon passé, je vais tout d'un coup en prendre conscience. Et en prenant conscience, je m'arrête, et alors là, je peux par exemple m'excuser, ou peut-être essayer de réparer l'erreur que j'ai commise. Alors évidemment, dans ce cas, ça change ma vie, puisque j'ai une beaucoup plus grande liberté. Merci en tout cas de nous avoir permis d'un peu découvrir les déclinaisons de la méditation. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.